des solutions hydrogéomorphologiques. Je vous promets que c'est plus simple à comprendre qu'à prononcer. Monsieur Demers est un géomorphologue enthousiaste, fondateur et directeur de l'équipe Rivière. Pourvu d'un solide bagage académique, il est aujourd'hui dédié à la création de connaissances et d'outils appliqués en support au travail des gestionnaires de cours d'eau et des autres acteurs de l'eau du territoire. Son équipe est devenue le fer de lance de l'innovation, en particulier pour les cours d'eau du milieu agricole, où se manifeste de façon évidente le besoin de se renouveler dans un esprit de compromis pour le bénéfice de tous. Je vous précise que M. Demers a également accepté que sa présentation vous soit accessible après l'événement, donc vous pouvez ranger vos cellulaires. Accueillez-le chaleureusement, M. Demers. Merci tout le monde. Salut. Alors, on passe à la partie, en tout cas, j'espère que c'est la partie constructive. On a eu plein de présentations sur l'état de la situation des entretiens de cours d'eau ce matin. Mon feeling, c'est qu'on est en train de réfléchir donc à la partie solution. On a abordé les solutions au champ avec Hélène, la gestion de l'eau. Moi, je vous ramène dans les cours d'eau et on va se mettre à réfléchir à la façon avec laquelle on essaie de trouver des manières alternatives aux entretiens conventionnels, pour que ce soit plus durable. C'est un peu ça l'intention. Et j'ai envie de dire plus cohérent aussi avec la manière avec laquelle ils fonctionnent. Les solutions, là, ce n'est pas toujours l'appel mécanique. Il existe en fait un éventail de possibilités et il faut s'assurer qu'on applique les entretiens vraiment dans les bonnes situations. Donc ça, c'est un de mes premiers messages. Donc on va aller un petit peu plus dans la complexité, mais je vous rassure, là, la deuxième partie de ma présentation, c'est sur la simplification au niveau de la gouvernance. Donc, j'ai 2 points. Le premier, c'est qu'on va s'attarder à des techniques, donc des solutions techniques pour mieux aborder les entretiens de cours d'eau au Québec. Et l'autre, c'est essayer de simplifier les critères pour qu'on passe à travers un processus d'autorisation qui est lourd et je pense aussi, en tout respect, inutile. Donc, je te vise particulièrement, Isabelle, je m'excuse. Je pense au ministère de l'Environnement plus largement. Donc, je vais vous proposer des critères qu'on pourrait essayer de regarder ensemble. Et là, je lance la POC à la GRCQ et à tous les autres intervenants qui peuvent reprendre ça pour essayer de négocier avec le ministère une façon plus facile de gérer ces demandes-là. On fait ça? OK, all right, on fait ça. On commence par les aspects techniques. Donc, certainement, il faut réserver les actes d'entretien là où c'est nécessaire. Ça m'apparaît évident, mais ce n'est pas tous les cours d'eau qui fonctionnent de la même manière. Donc, il faut vraiment être en mesure d'identifier leur comportement et si les entretiens sont effectivement la bonne solution. Donc, vous avez ici un cas, je pense, assez évident. On est dans le littoral du lac Saint-Pierre, il n'y a pas de pente. L'eau qui arrive ici n'est pas capable de faire transiter les sédiments, ça bouche. La section transversale va se refermer, donc ça va se rétrécir. Et là, on va avoir des débordements dans les champs. Il y a des chenaux secondaires qui vont commencer à apparaître. Et ça devient une forme de delta qui est inefficace pour le drainage, évidemment. Ça m'apparaît intuitif qu'effectivement, la solution, c'est une forme de creusage d'une manière ou d'une autre. Vous êtes d'accord? Oui, merci. En tout cas, moi, ça m'apparaît évident. S'il y a une sédimentation qui se produit, bien, il va falloir aller creuser pour établir le drainage. Je pense que c'est le cas qui vient le plus facilement à l'esprit, mais il y en a d'autres. D'autres qui sont très différents, mais qui pourtant vont faire appel aussi à des demandes d'entretien. Est-ce qu'on les gère de la même manière? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire. Donc, vous avez un exemple ici de cours d'eau qui est en train de migrer latéralement. Donc, vous voyez, il y a l'érosion d'un côté, mais si vous regardez de l'autre berge, il y a une sédimentation qui se fait. Donc, à terme, ce que vous avez en réalité, ce n'est pas un cours d'eau qui est en train de se sédimenter. Il est en équilibre. En fait, il y a autant de sédiments qui se déposent, qui va s'en éroder, mais ce qu'il fait, c'est qu'il se déplace. Donc, en réalité, l'enjeu, ce n'est pas tant la sédimentation qu'une perte de superficie cultivable. Surtout qu'au Québec, souvent, les lots, ils passent à travers le centre du chenal. Donc, chez le voisin, c'est de l'autre côté. Donc, il y en a un qui est perdant, puis votre voisin, lui, est gagnant. C'est le cas pour des cours d'eau naturels. Il faut le savoir, les cours d'eau à l'état naturel, ils migrent parce que souvent, c'était des rivières à méandres. Vous avez un exemple ici d'un cours d'eau qui était naturel en 1964. Il a été rectifié dans les années 70. Et vous voyez à quelle vitesse on peut récupérer la sinuosité. Donc, en dedans d'une trentaine d'années à peu près, on retrouve une rivière à méandres qui devait ressembler à peu près à ce qu'elle était au départ. Donc, ça vous montre des exemples de cours d'eau qui sont relativement dynamiques, assez rebelles, qui posent un enjeu certainement pour les producteurs agricoles de cette région-là. Heureusement, à Montérégie, vous n'avez pas tant d'énergie que ça dans vos cours d'eau, donc c'est beaucoup plus lent. Donc, je donne un exemple ici qui s'apparente plus à ce qu'on peut voir chez vous, bien qu'on soit dans la MRC de Lobinière.
C'est un cours d'eau qui a été aménagé dans le passé, mais vous voyez qu'on commence à avoir des petites coches d'érosion de part et d'autre. Ce n'est pas de l'érosion qui est distribuée de façon aléatoire, c'est vraiment un patron sinueux qui est en train d'apparaître et on peut s'attendre à terme que ce soit une nouvelle rivière à méandres qui se forme. Donc ça, ici, je pense que ça s'apparente plus à la vitesse des processus qu'on peut s'attendre en Montérégie, c'est-à-dire que ça se fait sur des dizaines d'années, très souvent. On a des cas aussi dans certaines régions du Québec, puis en Montérégie, vous en avez. Donc, ce n'est pas une érosion qui est latérale du tout, c'est une érosion qui est verticale. On va appeler ça de la régression de fond, de l'incision. C'est-à-dire que donc on a un abaissement du niveau du lit. Et très souvent, c'est lié à un élargissement puis à des pertes de superficie cultivable. Et ça migre dans l'espace. Donc, cette chute-là, vous pouvez vous attendre à ce qu'avec le temps, elle se déplace vers l'amont et on a une expansion finalement des pertes de superficie cultivable. Évidemment, on ne gère pas ça de la même manière qu'un cours d'eau qui se déplace latéralement, puis on ne gère pas ça non plus de la même manière qu'un cas qui se sédimente. Ici, on a trop d'énergie. Pourtant, il y a des demandes d'entretien qui se font des fois dans ces cas-là, parce qu'en même temps, on voit le cours d'eau commencer à valser, puis en fait, l'intention de la demande d'entretien, c'est de le rectifier, de le réaménager, de le remettre droit. Alors, vous avez un déficit sédimentaire, puis votre solution, c'est d'aller le creuser. C'est sûr que vous entretenez à ce moment-là plutôt la problématique. On s'entend? N'est-ce pas? Si vous retenez une chose, ça serait bien que ce soit ça. On ne creuse pas un cours d'eau qui est en déficit sédimentaire. Vous aggravez le problème. Donc, on a plusieurs cours d'eau comme ça au Québec. Je vous en donne un autre exemple qui est en incision. Puis une des façons de le voir, c'est que les deux berges sont en train de s'éroder. Ça, c'est un bon symptôme. Si vous voyez ça, c'est le signe que votre problème, c'est le lit, ce n'est pas les berges. On pourrait vous recommander de faire une bande riveraine, mais à ce moment-là, il y a trop d'énergie, ça ne sert à rien. Vous ne contrôlerez pas l'érosion dans votre cours d'eau en installant une bande riveraine. OK? Ça ne fonctionne pas, là. C'est irréaliste. On ne fait pas d'entretien non plus, je viens de le dire. Un déficit sédimentaire, on ne creuse pas là-dedans. Si on voulait être plus cohérent, en fait, il faudrait le stabiliser d'une manière ou d'une autre. Cohérent avec les processus qu'on observe. Donc, on voit bien qu'on a au Québec une diversité de fonctionnement. Là, je vous en donne cinq exemples. À chaque fois que vous faites face à un cours d'eau, vous pouvez vous demander, OK, dans quelle situation je me retrouve, puis dans quelle situation est-ce que l'entretien, ça se trouve être la bonne solution. Donc, on a des solutions qui sont spécifiques à chaque figure de cas. C'est ce qui rend un peu la chose un peu plus complexe, malheureusement. On a besoin d'un diagnostic qui nous dit, OK, l'entretien, c'est la bonne chose à faire. Je vous donne juste deux exemples là, aujourd'hui de techniques alternatives qu'on essaie de promouvoir au Québec et qui commencent à prendre, je pense, qui gagnent en popularité, certainement. Donc, c'est celui des cours d'eau à deux niveaux. Vous connaissez? Vous avez probablement déjà entendu parler de ça. On va en voir quelques exemples. Et on va parler aussi d'ajout de structures de bois mort ancrées. Donc, on va rajouter des obstructions dans les cours d'eau. On ne met pas ça dans le même genre de cours d'eau, je vous rassure. C'est deux rivières qui fonctionnent de façon différente et les solutions ne sont pas les mêmes. OK, c'est pour vous l'illustrer. Je commence par le premier cas qui est en fait le propos du jour. C'est des cas de sédimentation. Vous en avez ici un exemple où il y a très peu de formes qui se sont développées, mais néanmoins, il y a de l'accumulation qui se font sur le lit. L'enjeu, c'est que ça vient gêner souvent les drains et on se voit obligé donc de procéder à du curage pour essayer de libérer la sédimentation qui obstrue le drainage. Quand on les laisse aller, ça peut ressembler à ça aussi. Donc, on a des banquettes alternes qui vont se former sur le fond du lit qui viennent gêner la sortie du drain. Moi, je trouve ça dommage parce que quand on a un cours d'eau avec des banquettes bien installées, vous avez un cours d'eau qui, en réalité, s'est rétréci puis qui est rendu plutôt stable. Si le drain était juste un petit peu plus haut, là, il me semble que ça ferait notre affaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Hey, merci. Une partie de la solution, ce n'est pas de creuser le cours d'eau, c'est de remonter les drains. Donc là, je ne veux pas pointer du doigt les spécialistes du drainage dans la place, mais il y en a. Essayez de les trouver. Ils confirment que c'est possible dans certains cas. Puis non seulement c'est possible, mais ça va aider au rendement. Parce qu'il y a certains cas où les drains sont tellement profonds que la nappe est trop basse. Donc, en la relevant, vous allez optimiser vos rendements. Donc, l'embouchure du drain pourrait être relevée pour s'adonner immédiatement en haut de la banquette. Hey, ça serait réglé, on n'aurait pas besoin de faire l'entretien. Voilà, c'était mon propos, j'ai terminé. C'est réglé, les entretiens en Montérégie. On relève l'exutoire des drains. Ce n'est pas toujours possible. OK? Donc, si ce n'est pas possible, on a des techniques aussi pour essayer
aménager directement des cours d'eau à 2 niveaux afin de rétrécir la section d'écoulement. Puis qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Bien, ça accélère les vitesses, puis les sédiments peuvent transiter plus loin chez votre voisin en aval. C'est ça la technique. Donc, on manque de vitesse, les sédiments se déposent dans la section, bien, on va lui donner de la vitesse pour que les sédiments puissent transiter. Donc ici, vous avez la séquence habituelle de l'évolution d'un cours d'eau qui est sujette à la sédimentation. Donc, souvent, on va l'aménager en forme de trapèze. Il y a de la sédimentation qui se fait. Et quand on l'entretient, ça vient souvent déstabiliser les berges. Puis en réalité, notre cours d'eau a tendance des fois à s'élargir. L'élargissement, ça participe aux apports en sédiments au cours d'eau. Donc, le fait de structurer nos cours d'eau dorénavant en 2 niveaux, ça évite de déstabiliser aussi les berges. Donc, je faisais un peu une blague sur le fait qu'on allait envoyer les sédiments chez le voisin, mais en fait, les cours d'eau à 2 niveaux, ça a aussi pour effet de réduire la quantité de sédiments qui va atteindre le cours d'eau. C'est ça l'un des bénéfices. Aussi, le deuxième niveau, là, je vais vous donner une illustration de ce à quoi ça ressemble. Elle est végétalisée. Donc, au centre, on a un écoulement qui est permanent et en période de crue, ça va occuper le deuxième niveau qui est végétalisé. Puis à ce moment-là, il y a une interaction qui fait que beaucoup de sédiments et de nutriments vont rester piégés. Et là, il y a la dénitrification, donc les nitrites et nitrates, ils se transforment en azote gazeux, donc on a un gain de qualité de l'eau. Puis ça, ce n'est pas un détail. Si vous avez des gains écologiques dans vos aménagements, ça vous permet de faire financer vos travaux éventuellement. Vous pouvez faire la démonstration que non seulement vous allez creuser le cours d'eau, mais vous allez le faire de façon à ce que vous allez bonifier la qualité de l'eau. Donc, c'est un argument pour aller chercher du financement. Donc, quelques exemples de travaux de cours d'eau à 2 niveaux au Québec. Le premier, à ma connaissance, puis j'ai confirmé ça tantôt avec la MRC Brome-Missisquoi. On m'a dit que c'était probablement un des premiers au Québec en 2015, la rivière au Morpion. Donc, il faudra aller le visiter cette année, mais il semblerait que c'est encore stable. Donc, 10 ans plus tard, on a toujours une structure à 2 niveaux qui s'est maintenue. Vous voyez qu'on a fait une excavation dans le dépôt qui s'était sédimenté, puis on a créé 2 paliers et on a procédé à de la revégétalisation sur les berges. D'autres exemples au Québec, ici c'est à Varennes, près du distributeur Costco, une structure à 2 niveaux qu'on a installée aussi de la même manière. Quelque chose d'un peu différent, mais l'intention est le même, réduire la section d'écoulement avec des aménagements de banquettes. Ici, c'est qu'on avait un dépôt qui était beaucoup trop informe, peu cohésif, donc on a tout enlevé la vase, puis on est venu la remplacer par un dépôt plutôt sableux, graveleux, qui avait la cohésion qu'il fallait pour maintenir une structure à 2 niveaux. Là, vous avez un aperçu tout de suite après les travaux, mais éventuellement la végétation qui s'installe et qui va apporter des gains aussi d'un point de vue de la qualité de l'eau. Donc, un autre exemple un peu différent là, de structure à 2 niveaux qui s'est faite à la ferme La Poquita très récemment dans l'Est du Québec. Et on a aussi une version minimaliste, en fait, c'est ma préférée, c'est cette idée qu'il y a certaines MRC qui ont adapté leurs pratiques dans des cours d'eau qui s'étaient naturellement élargis. Ça devenait un peu inconvenu que d'excaver tout le fond alors qu'il était devenu si large. Donc, intuitivement, on a préservé un chenal plus étroit au centre. Donc, on appelle ça la technique là, du creusage minimaliste ou de creuser un sillon au centre de façon à reproduire un cours d'eau à 2 niveaux, mais tout simplement par un creusage qui est plus étroit. Donc là, j'ai une photo de la MRC de Drummond, mais j'aurais pu vous montrer des exemples, je m'en excuse, là, de la MRC des Mascoutins, qui nous ont appris en fait cette technique-là. Et moi, ça fait plein de sens en réalité. En minimisant l'excavation, on maintient les vitesses suffisantes pour que ce soit plus durable. Donc, bravo. Vous êtes où, Mascoutin? Félicitations. Donc, ça applaudissez-les. Un bel exemple, donc, ici à Saint-Hyacinthe, mais ailleurs au Québec aussi, on en a des exemples. D'autres types de cours d'eau à 2 niveaux, je vous les montre plus parce que on dit aussi que c'est des cours d'eau à 2 niveaux, mais on ne les installe pas dans le même genre de contexte. C'est là où on manque d'espace. Donc là, c'est trop étroit, on veut diminuer les vitesses. On va excaver le deuxième niveau plutôt que de construire le premier niveau. Donc, l'intervention n'est pas tout à fait la même. Vous voyez que sur les photos, il y a encore de la végétation. C'est parce que, là, en fait, la pelle est venue reculer les rives de chaque côté. Puis on est venu élargir la section d'écoulement pour accommoder les excès d'eau au printemps. Donc, c'est une manière de créer de l'espace pour accommoder les débits en eau qui sont croissants. Évidemment, ça vient avec des pertes de superficie cultivable. Je ne vais pas vous donner trop d'exemples parce que je pense que vous allez en avoir après. Il y a Paul Caplette qui s'en vient, puis je pense qu'il y a des photos. Moi, je présentais avant des cas de l'Ohio ou de la Scandinavie, mais maintenant, on a une version québécoise, puis j'en suis très fier. OK, je passe. Voilà, les cours d'eau à 2 niveaux, solution plus durable dans les cas où on a des processus de sédimentation. Là, je vous amène complètement ailleurs.
C'est vous dire comment il y a des cours d'eau qui se comportent pas du tout de la même manière, qui pourtant font l'objet de demandes d'entretien. Vous avez ici un exemple qui est le ruisseau Vandal, très près d'ici. Cours d'eau qui est fort, qui s'incise fortement. Donc, vous voyez à quel point c'est profond par rapport à la largeur. C'est un des cours d'eau que j'ai vu qui était le plus, dont le ratio largeur-profondeur était le plus étroit, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ceux-là qui sont sujets à l'érosion puis au déficit sédimentaire? Donc, il y a trop d'énergie dans ces cours d'eau-là, puis ils s'abaissent. Ça baisse la nappe phréatique, ça fait des pertes de superficie cultivable. Dans ce cas-là, on a trop d'énergie, donc on va venir les briser en ajoutant des obstructions. Donc, je sais que vous êtes habitués d'enlever le bois mort des cours d'eau, mais moi, mon message, c'est rajoutez-en. C'est bon? Quand le cours d'eau en a besoin. Donc, quand les vitesses sont trop élevées, il n'y a pas d'enjeu d'inondation, le cours d'eau est assez profond, les drains sont en hauteur, il n'y a pas d'enjeu de drainage. Quand on le propose aux producteurs qui sont pris avec ces problèmes-là, ils disent oui, c'est bon, je le prends ton bois, parce qu'ils réalisent bien que l'enjeu, c'est les excès de vitesse. Donc, la propriété, ou en fait l'avantage de ce genre de technique-là, c'est qu'on reproduit en fait une des caractéristiques du milieu naturel où il y a du bois mort. Et on se rend compte que dans les milieux naturels, le bois mort a un rôle de stabilisation. Il ne vient pas rigidifier le lit ou les berges, mais il vient quand même tempérer la vigueur des processus. Donc, ils vont venir s'installer sur le fond, ils vont empêcher le lit de s'abaisser. Ils vont aller s'installer sur les berges, donc ils vont limiter l'érosion. Et ils vont venir s'installer en travers, donc les sédiments vont venir se prendre dans nos structures. Donc, non seulement vous allez empêcher le lit de s'abaisser, mais vous pouvez même, dans certains cas, espérer qu'il recommence à se rehausser. Donc, c'est une manière, non pas de contrôler les processus, mais de les influencer dans le sens qui nous intéresse. Pas de révolte encore, c'est bon. Il existe plusieurs types de structures qu'on a testées jusqu'à maintenant. Il y en a deux, là. On peut les séparer en deux catégories. À gauche, vous avez les structures poreuses, donc c'est un amalgame de structures de bois qu'on vient ancrer avec des piquets de cèdre dans le fond du lit. Et à droite, vous avez la structure plutôt étanche, où on imite en fait les caractéristiques des barrages de castor. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire une retenue d'eau. Et là, on va vraiment briser les vitesses, puis initier de la sédimentation. Les grandes valeurs écologiques, les cours d'eau avec la plus grande valeur écologique, c'est ceux qui sont harnachés par des barrages de castor. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire si l'espace est disponible. Mais jusqu'à maintenant, on a plus d'expérience avec les structures poreuses, où l'intention, c'est vraiment d'intercepter les sédiments pour stabiliser le milieu. Si vous n'êtes pas convaincu, il y a une table de démonstration là-bas. Ce n'était pas prévu comme ça, là, je les ai moyennement prévenus, là, mais ils ont ce qu'il faut. Donc, s'il y en a qui sont sceptiques sur l'efficacité de ces structures-là, on ira le tester dans le bac à sable en arrière. C'est bon? Donc, des exemples de ce à quoi ça ressemble. Le premier qui a été fait au Québec, c'est dans une coulée agricole qui mène au littoral du lac Saint-Pierre où il y a de la sédimentation. Le producteur avait besoin d'aller faire des entretiens dans le littoral. C'était beaucoup plus facile d'aller le faire en amont. Il s'est dit, OK, je vais mettre des structures de bois en travers de ma coulée pour empêcher les sédiments de cheminer jusqu'à l'aval. Ça a donné des structures quand même assez modestes. Dans ce cas-ci, ils ont été ancrés dans les berges de la coulée. Ce n'est pas quelque chose qu'on répéterait, parce qu'on a l'impression que ça a pu avoir déstabilisé les talus. Donc, on va venir vraiment aujourd'hui les ancrer sur le lit avec des piquets de cèdre plantés en croix pour empêcher le bois de flotter au printemps. Donc, d'autres exemples qui ont été faits récemment. Ici, on est près de Gentilly. La zone de départ, c'est là où on ramasse le bois. Donc, c'est un boisé qui appartient aux producteurs agricoles. Donc, il nous donne la liberté d'aller couper le bois à cet endroit-là, puis on va aller le transporter jusqu'en rive, où on va aller l'installer le long du cours d'eau, puis finalement l'ancrer en place. Donc, vous avez un exemple ici là, de gens très motivés, enthousiastes eux aussi. Vous allez entendre parler de cette technique-là comme étant du low-tech, parce que ce n'est pas de la machinerie là, qui fait le travail, c'est vraiment du monde avec leurs bras qui descendent ça. Le seul engin mécanique qui est utilisé, c'est un enfonce-pieu pour les piquets de cèdre. Sinon, faites-le pas, là. Ça vous prend ça, OK? Ça arrache les mains là, pour l'enfonce-pieu manuel, là, ça ne fonctionne pas. Là. Donc, ça prend du monde motivé et le low-tech, ça a une approche qui va être le plus démocratique possible parce que c'est à la portée de tous. Donc, les organismes de bassin versant, l'UPA, les municipalités MRC, tout le monde peut contribuer donc, à ces projets-là parce qu'ils sont simples. Et il n'y a pas d'embûche non plus administrative pour ce genre de projet-là. Là. C'est des déclarations de conformité. Un exemple, donc, ici, de structure étanche à la manière d'un barrage de castor. On a testé ça décembre dernier. Le constat, c'est que c'est long à monter. C'est long à faire. Donc, les castors, là, ils ne travaillent pas cher. C'est ça qu'on a réalisé. Là.
OK, donc à la question, est-ce que ça fonctionne? Là, au-delà du fait qu'on va le tester tantôt sur la machine en arrière, nos suivis à nous ont montré que rapidement, on pouvait voir les effets de ces structures de bois-là. Vous voyez, en un an, sur un cours d'eau où il y avait du gravier ou des blocs, on se retrouve avec du sable assez rapidement, puis un ensevelissement, donc du lit, qui peut atteindre 30 centimètres. Donc, très rapidement, vous allez en voir les effets sur votre cours d'eau. Et moi, je pense que dans certains cas, on va être effectivement capable de contenir l'incision puis de la ramener vers le haut. C'est tout à fait réaliste. Ça va? On a parlé de deux techniques complètement différentes qui s'appliquent à des cours d'eau différents. J'espère que c'est devenu une évidence pour vous. Maintenant, on aborde les aspects de gouvernance. Donc, ce matin, j'ai entendu des commentaires sur le fait que, ben là, c'est pas en train de se simplifier du tout. Là. On dirait que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, j'ai des propositions à faire. Je ramène ce que Isabelle nous a présenté ce matin, là, comment c'est fait jusqu'à maintenant les entretiens. C'est un critère de longueur essentiellement. Je pense que c'est celui-là qui est le plus important. Quand c'est en bas de 500 mètres, c'est simple. OK, c'est une DC, c'est vert, ça veut dire que c'est facile. Quand c'est en haut de 500 mètres, ben, c'est plus compliqué, c'est long. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Donc, ce qu'on voudrait en réalité, c'est que pour les problématiques de sédimentation, la seule possibilité, c'est de faire un entretien. Laissez-nous faire. De toute façon, on a déjà spécifié comment bien le faire. Ça ne veut pas dire qu'on le fait n'importe comment, mais même si on passe à travers une autorisation générale compliquée qui prend du temps, à la fin, c'est quand même ça qu'on va faire. T'sais? La longueur, là, ça ne dit rien sur un cours d'eau. Ce n'est pas un critère qui fait du sens. Donc, ben, je propose d'autres choses. Allons-y en fonction de la dynamique de votre cours d'eau. Si c'est un cours d'eau qui est propice à la sédimentation puis qu'on juge tout le monde que l'excavation, c'est la seule chose qui est possible, bien, permettons-le par une déclaration de conformité. C'est réglé. Bon, je vais arriver avec des nuances, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, si c'est plus complexe, ça ne veut pas dire qu'on refuse l'entretien, c'est juste qu'on passe à travers une démarche plus complexe où on va se poser effectivement la question de si c'est approprié ou pas. Il y a déjà des MRC qui ont, je pense, emboîté le pas dans cette logique-là. Je vous donne l'exemple de la politique de cours d'eau de la MRC de Drummond, où on avait abordé ce principe-là. Donc, quand il y a un cours d'eau qui est sujet à la sédimentation, votre demande, elle est admissible. Sinon, elle est inadmissible. Là, j'ai envie de tempérer ces mots-là en disant non, pas inadmissible, mais on va passer à travers un processus plus rigoureux pour déterminer si c'est la bonne solution. Donc, à l'échelle d'une politique, ça pourrait s'implanter. Donc, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas une surdemande, donc que les producteurs ne demandent pas, fassent pas trop de demandes injustifiées, on est quand même venu baliser dans cette politique-là les circonstances qui justifiaient qu'une demande d'entretien pouvait se faire. On est arrivé à la conclusion que ça prenait au moins 30 cm de sédiments sur le fond avec des drains bien installés. Ça, c'est le minimum pour que la MRC dise « OK, c'est bon, on va se préoccuper de ta situation ». Imaginez si tout le monde, alors qu'il y a un petit peu de sédiments qui s'installe sur le lit, faisait une demande parce qu'ils se disent « Ah, dans 5 ans, ça va devenir un problème », mais la MRC se retrouve surchargée. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a une sédimentation suffisante et que les drains sont bien installés avant que votre demande devienne admissible. Donc, oui, on simplifie, mais en même temps, ça vient avec des formes d'exigence de la part du producteur pour limiter le nombre de demandes qui vont se faire auprès de la MRC. Responsabilité partagée. Une des questions, moi, qui m'intéressait par la suite, c'est OK, si on fait ça pour les cours d'eau qui sont propices à la sédimentation, peut-être qu'on peut les définir à l'avance, puis qu'on sache que ces cours d'eau-là sont propices à la sédimentation, puis que ce soit entendu que certains cours d'eau, c'est ça le mode de gestion qu'on va faire, puis que pour d'autres cours d'eau, bien, ça sera différent. Donc, ça pose la question, est-ce qu'on est capable d'anticiper les cours d'eau qui sont sujets à la sédimentation? Donc, vous avez ici un profil théorique où se succèdent différents fonctionnements ou différentes dynamiques de cours d'eau de l'amont vers l'aval. Puis, on voudrait bien pouvoir mettre une ligne claire entre ce qui va être applicable pour une DC, sujette à la sédimentation, par rapport au reste. Donc, si on regarde la littérature scientifique, il existe de ce genre de critères-là, puis je vais vous y amener tranquillement. Le premier qui vient en tête, c'est la taille du cours d'eau. Donc, on le sait que les petits cours d'eau, ils n'ont pas l'énergie qu'il faut pour faire transiter les sédiments. Il n'y a pas d'espoir, quelque part, pour qu'on puisse faire autre chose. Puis, on se rend compte, effectivement, dans nos données, qu'en bas d'une certaine taille, on n'est même pas capable d'identifier une géométrie, largeur, profondeur. Donc, dans ces cas-là, ça pourrait être une DC par rapport aux autres plus gros qui pourraient se comporter autrement. Donc, l'aire de drainage, qui est un proxy de la quantité d'eau et d'énergie qu'il y a dans le cours d'eau, pourrait servir de critère.
C'est simple à quantifier, l'aire de drainage. Mais il nous manque un critère qui est peut-être le plus important, c'est celui de la pente. Donc, la pente va donner de l'énergie au cours d'eau. Donc, c'est une combinaison d'aire de drainage ou de quantité d'eau et de pente qui va donner l'énergie pour que le cours d'eau puisse effectivement faire transiter les sédiments, puis ça fonctionne. Donc, vous avez ici un graphique où on a positionné une ligne qu'on va appeler la pente d'équilibre. Puis quand on est au-dessus de cette ligne-là, bien, ça s'érode. Alors que quand on est en bas de cette ligne-là, ça a tendance à s'accumuler. Donc, les DC pourraient s'appliquer au cas en bas de la ligne, puis les autorisations générales, celles qui sont au-dessus de la ligne. Et c'est des critères tellement simples à quantifier qu'on peut le faire maintenant avec la géomatique à l'échelle d'un territoire au complet. Donc, ici, vous avez l'exemple de la MRC de Pierre de Sorel où ça a été fait pour bassin versant qui est la Poteau-Beurre. Donc, pour la Poteau-Beurre, vous voyez que deux couleurs qui ressortent, le gris, pour lequel on sait que c'est de la sédimentation qui est le mécanisme dominant et pour lequel il faudra procéder à des entretiens. Et le rouge, c'est là où il y a un mécanisme plutôt d'érosion et pour lequel il faudra réfléchir à d'autres genres de solutions. Donc, on sait à l'avance c'est quoi le mode de gestion qui devrait être appliqué. Ça, pour moi, si ce n'est pas simplifié, c'est au moins clarifié. Chaque producteur sait dorénavant dans quel secteur il se trouve. C'est une bonne idée, ça? Bon, je suis content de l'entendre. OK, la troisième solution, c'est la façon avec laquelle on s'organise tous ensemble pour aborder ces problématiques-là. Typiquement, le modèle classique, c'est qu'on a un producteur qui va faire appel à la MRC ou à la municipalité, mais on voit qu'il y a certaines régions du Québec qui s'organisent autrement, puis je vous donne l'exemple du centre du Québec. Il y a Ferme Progrès, qui est en fait l'UPA, qui vient ramasser toutes les initiatives sur son territoire et qui fait le lien avec le producteur agricole. Puis ils vont même aller jusqu'à les consulter pour savoir c'est quoi les problèmes qu'ils ont chez eux. Et de cette façon-là, l'UPA est capable de redistribuer les responsabilités auprès des bons intervenants. Et ça fait en sorte qu'on peut se préoccuper non pas juste des entretiens de cours d'eau, mais des ajouts de structures de bois mort qui ne sont pas la responsabilité des MRC. Donc, ça vient donner une cohérence dans les actions à l'échelle du territoire. Donc, ça, c'est un modèle d'organisation que je pense qu'il pourrait être reproduit dans d'autres régions de façon à ce que les organismes soient plus cohérents et qu'on puisse répondre aux besoins des producteurs qui dépassent des fois l'enjeu de l'entretien de cours d'eau. Un exemple de ce qui a été fait donc, dans le centre du Québec avec Ferme Progrès, c'est 50 km de cours d'eau qui ont été diagnostiqués en un été. Ça fait qu'on fait des diagnostics de masse pour lesquels on fait des recommandations spécifiques pour la gestion de leurs cours d'eau. Donc, les producteurs c'est plus passif, ce n'est pas le producteur qui demande, c'est vraiment nous qui allons au-devant du producteur et qui est capable de dire hey, « chez vous, vous avez tel problème, on a déjà des solutions pour vous autres. » OK, donc en résumé, là, vous avez ce que je pense qui apparaît comme un arbre décisionnel finalement. Plutôt que d'avoir un critère qui est basé sur la longueur, on aurait un mécanisme qui passe à travers la dynamique de votre cours d'eau, qu'on peut anticiper à partir de critères applicables avec la géomatique. On pourrait ajouter à ça des critères sur le poisson ou d'autres choses très facilement. Et une forme d'organisation entre les parties prenantes qui s'assure qu'on ne fait pas juste des entretiens de cours d'eau, mais qu'on met en valeur toutes les solutions qui s'appliquent pour les cours d'eau. Donc, le bois mort et les autres. Donc, pas juste réduire la gestion de cours d'eau au creusage. C'était ça, ma présentation. Il y avait deux messages. Un, les cours d'eau ne sont pas tous pareils. Ça prend des solutions qui leur sont adaptées. Puis je pense que ça serait cohérent si la gouvernance était calquée sur le même principe. Merci.